Voilà, merci René. Je vais vous illustrer, ça ne se veut pas une présentation théorique, hein, ça va être très illustré, mais je vais vous illustrer le concept d'infolusion. Donc, c'est un mot valise à partir de information et illusion. On va commencer par des infolusions très basiques, historiques, et pour aller vers les infolutions spectrales. Alors, je vais commencer par une petite historiographie pour vous dire, je vais passer très vite là-dessus, mais pour vous dire de où je parle et de où je pars. Donc, je fais partie des gens qui ont été pionniers dans l'image de synthèse à l'époque où personne n'en faisait. Nous étions là et avec des ordinateurs qui étaient bien moins puissants que votre téléphone aujourd'hui, nous avons tenté dès le départ d'appliquer ces outils d'image de synthèse au patrimoine numérique. Alors, ça commence en 83, cette histoire, à peu près ici à l'Université Polytechnique, où nous avons commencé la numérisation de bâtiments qui, il faut bien le reconnaître, n'étaient nullement patrimoniaux parce que les possibilités techniques en nombre de facettes, etc., ne nous permettaient pas de faire mieux que ça. Donc, vous voyez que ça n'est pas du tout patrimonial. Néanmoins, lorsqu'on passait à cette deuxième image, il fallait déjà des week-ends entiers de calcul, rien que pour avoir la transparence à travers la porte de garage. Donc, c'est vous dire que ce que je vais vous présenter est également très dépendant des possibilités techniques et que lorsque nous nous sommes lancés dans les années 80, elles étaient extrêmement faibles. Il faut quand même bien garder ça en tête. Ça ne nous a pas empêchés de partir vaillants à l'assaut du vrai patrimoine et d'essayer d'utiliser les outils numériques. Alors, je vais vous passer un autre bâtiment que René va peut-être reconnaître. En fait, c'est ma maison. Ma maison avant restauration, quand nous l'avons acquise. Et en fait, on avait un problème dans cette maison, c'est que le bâtiment qui est de profil, là à droite, il est très haut et très étroit, et qu'on se demandait si cet espace était habitable. Alors, vous voyez, là, il est passé dans la partie gauche. Bon, ceci pour vous donner une idée de ce qu'était le vieux Lille il y a 40 ans. Donc, voilà une représentation de ce bâtiment que vous venez de voir. Et vous voyez qu'en effet, l'emprise au sol est très faible, il est très étroit, il est sur 2 étages, mais le premier étage fait 3,70 m sous plafond. Et la question était, est-ce que ce bazar-là, c'est habitable? La simulation virtuelle nous a permis de répondre à cette question et de dire, eh bien oui, c'est habitable, et voilà le résultat, à peu près identique à ce qu'il est aujourd'hui. N'est-ce pas, René? Ça Absolument. ressemble, tu reconnais. Je pourrais dire, pour commenter, là, sans t'interrompre, que c'est une maison qui est un véritable labyrinthe, qui serait très bien pour un roman policier, pour cacher des indices, parce que c'est un labyrinthe. Alors, je vous ai mis l'autre face parce qu'un des problèmes que nous avions, c'est que dans la région des Hauts-de-France, nous avons la brique partout. Et représenter des briques, c'était aussi un défi dans ces années 80. Ça n'existait pas. Alors là, je vous fais un gros plan. Ce qu'elle a de merveilleux, cette brique ancienne, c'est qu'elle est complètement irrégulière, qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent, il n'y en a pas deux qui ont la même couleur. Certaines sont fendues, elles sont admirables de vieillesse et de patine. Et voilà, tout ce qu'on savait faire à l'époque, c'était ça. Et vous voyez que c'est extrêmement loin d'une brique, hein, telle que je vous l'ai montré juste avant. 89, on a sauté donc quelques années. On essaye d'attaquer sérieusement la question des patrimoines à travers une illusion de restauration de bâtiments disparus. Et en l'occurrence, on a travaillé sur l'abbaye de Fontenelle, qui est tout à côté du site principal de l'université et qui a été rasée à la Révolution. Donc, il n'en reste absolument rien, mis à part quelques mottes de terre qui dépassent,
et qui font penser à des vestiges. Donc, les seuls documents dont nous pouvions disposer, ce sont les albums de Croy, qui sont des albums de la fin du Moyen-Âge. Et donc, bien évidemment, ces représentations sont faites avant la perspective. Donc, en fait, toutes les valeurs sont fausses. Les rapports de longueur, de largeur et de hauteur ne permettent pas de reconstruire un bâtiment crédible. Donc, nous avons dû travailler avec des historiens pour essayer de faire des hypothèses sur les vraies tailles des bâtiments que nous voyons ici dans cette représentation fausse. Donc, déjà mensongère, déjà illusoire, là pour des questions mathématiques et géométriques. Alors, voilà ce que nous obtenons à la fin des années 80. Bon, vous voyez que les briques, c'est un peu mieux. Sur la modélisation, ça s'améliore toujours. Et si on fait un petit effort pour mettre des décors, bon, on commence à approcher quelque chose qui nous évoque quelque chose. Donc, fin des années 90. On enchaîne avec un autre travail tout à fait du même type, sur une illusion de restauration toujours, mais sur l'abbatiale de Saint-Omer. Alors, la grosse différence pour nous, c'est que sur celle-ci, bien sûr, on a toujours les albums de Croy, voilà, qui sont les références historiques principales, mais nous avons des vestiges en place. Donc, il y a des documents de toute nature, photographiques, relevés topographiques. On peut aller sur place et ça va évidemment beaucoup enrichir le travail historique. Donc, c'est pour vous dire qu'une illusion de reconstitution comme ça passe aussi par un travail documentaire extrêmement important. Donc, voilà par exemple un vestige de contrefort, d'arceau de contrefort de l'abbatiale. Ici, un vestige de fenêtre, et ainsi de suite. Je passe rapidement, juste pour vous dire que ces données vont effectivement venir nourrir le modèle géométrique à partir duquel on va pouvoir faire des rendus avec des détails beaucoup plus fins que ce qu'on avait auparavant, même si les textures ne sont toujours pas terribles. Alors, nous avons des plans, nous avons des relevés de cette nature, des lavis, des dessins, des aquarelles, des gouaches, des peintures, même des maquettes. Et quand il y a trop de données, ben, on s'aperçoit que le problème, c'est l'incompatibilité des données entre elles. C'est-à-dire elles sont contradictoires. Et là encore, le travail de l'historien est tout à fait nécessaire pour déterminer quelle est la bonne valeur, en fait. 91, nous, le laboratoire des Visu, on s'arrête. On s'arrête sur cette piste. Pourquoi? Parce qu'il y a de gros intervenants qui rentrent dans le jeu, IBM avec Katia et les arts et métiers qui se lancent dans la restitution de l'abbaye de Cluny avec des moyens que nous n'avions pas. Mais en 91, cette même année, on a l'occasion de produire une visite nocturne du musée des Beaux-Arts de Valenciennes avec une bande son et des éclairages qui étaient déclenchés automatiquement à partir d'un détecteur de présence des visiteurs en visite nocturne. Et ça, en fait, ça va projeter nos travaux vers complètement un autre point de vue. Partant des possibilités techniques, on va s'intéresser au public et comment mettre le public au cœur de l'action. Évidemment, le public, il a adoré que ce soit lui qui déclenche les événements de la visite et c'est ça qui change le point de vue. En outre, dans ces années-là aussi, vous le savez très bien, c'est le début de la numérisation des collections et des œuvres à la BNF, à Gallica et partout. Là encore, beaucoup de données, beaucoup de ressources deviennent accessibles. En revanche, on ne se préoccupe pas beaucoup de l'intérêt des publics dans toute cette première phase, et c'est ce que nous allons faire. Donc voilà, j'en arrive à ma deuxième partie.
pour vous donner une petite idée du fond théorique, qui est celui de la problématique des traces et de leurs usages. Parce que ce que nous avons tenté de faire, c'est rendre vivantes, à travers une illusion, des traces patrimoniales. Donc, qu'est-ce qu'une trace? La problématique, c'est bien de conserver des traces suffisantes pour préserver une histoire, préserver un patrimoine. Donc, j'ai eu l'occasion de développer une approche structurée de la notion de trace en la définissant comme le spectre d'un processus ou d'un objet qui a eu lieu ou qui a existé. La trace se définit par les marques. Donc, les marques, ce sont les données qu'on peut récupérer parce qu'elles sont indicielles et elles sont inscrites sur un support. C'est la fameuse trace de pas de dinosaures dans le désert de l'Arizona. Ceci, on peut le recueillir et cette marque devient une trace. Elle est par ailleurs qualifiée en tant que trace par quelqu'un qui l'interprète comme une trace. Je peux, moi, passer à côté d'empreintes de pas de dinosaures, je ne vais pas les reconnaître. Donc, pour moi, ce ne seront pas des traces. Seul l'historien, l'archéologue, saura qualifier ce qu'il voit comme une trace de pas de dinosaure. Et lorsqu'il en a le pressentiment, il devra authentifier l'objet comme effectivement une trace effective, une trace réelle, je dirais. À partir de l'idée de conserver des traces qui fassent sens, pas seulement des traces, mais des traces utiles, on voit que l'on converge de la problématique simple de la conservation vers celle de la création de sens, vers ceux à qui on va les donner à lire. Tout ce que j'ai indiqué sur la trace est tout à fait prégnant sur des objets ou des bâtiments, mais depuis quelques années, un nouvel objet est arrivé dans le paysage, c'est celui des patrimoines immatériels. Que sont les patrimoines immatériels? À contrario des patrimoines matériels, qui sont des biens matériels présents ici et maintenant, le concept de patrimoine immatériel est lié en fait à des pratiques, à des modes de vie, à des connaissances, à des savoir-faire qui, a priori, n'ont pas d'incarnation sur un support physique. A priori. Ils sont incarnés dans les individus, dans les groupes sociaux qui les vivent et qui les pratiquent. Ce qui veut dire que si on veut patrimonialiser ceci, se repose frontalement la question des traces. Quelles traces et quelles captures pour obtenir un support indiciel? Une fois qu'on a ces indices, il s'agit d'en faire un tracé, c'est-à-dire d'insérer les traces dans un geste de design, de conception, qui garde en fait la marque de l'intentionnalité d'un concepteur. Et ces traces, nous allons les rendre accessibles à des publics, mais surtout attractives, utiles. Ce qui va nous conduire à d'autres conceptualisations possibles, à savoir des dispositifs nouveaux qui vont renforcer l'illusion de présence. Et c'est ceci que je vais traiter dans la troisième partie, qui est mon étude de cas. Donc, étude de cas, sur 5 ans, de 2017 à 2022, nous avons travaillé sur le projet ANR Mémomine, Mémoire de la mine. Donc, Desvisu était coordinateur. Je dis était parce qu'il a clos le 31 octobre, donc très, très récemment. Et nous étions 3 laboratoires, un laboratoire de Lille et un laboratoire de l'INALCO sur cette opération, avec des partenaires institutionnels qui sont l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France, Arenberg Creative Mine, notre magnifique site dans lequel nous sommes actuellement, n'est-ce pas René? Le Centre historique minier de l'Eward et la mission Bassin minier. Alors, qu'est-ce que le patrimoine minier? C'est à la fois un paysage naturel et transformé par les terrils, par les fosses, par le fait de creuser. C'est une culture particulière, puisque les mineurs avaient des ligues de sport, ils faisaient de la musique dans les harmonies,
Beaucoup de gens jouaient de la fanfare. Il y avait des festivités. Il y avait de nombreuses langues, du français, du picard, mais aussi de l'italien, du polonais, du marocain, de l'arabe. Le patrimoine minier fait partie du patrimoine industriel et il est également maintenant patrimoine culturel puisqu'il a été classé à l'UNESCO en 2012 pour le bâtiment et le patrimoine immatériel de manière générale fait l'objet d'une définition par l'UNESCO en 2003. Donc, la problématique de notre projet, c'est sauvegarder les mémoires individuelles, celles des gens, parce qu'aujourd'hui encore, notre site, par exemple, est guidé, les visites sont guidées par les anciens mineurs. Ils ont tous plus de 80 ans, donc malheureusement, il faut penser à leur remplacement, et c'était ça notre objectif principal. Donc, quels sont les problèmes liés à ce cas? C'est que la mémoire est très volumineuse et très hétérogène, la mémoire écrite. Il y a beaucoup de langues, je l'ai déjà dit, et des variantes régionales. Nous, ici, nous parlons le ch'timi, comme on le voit, le petit bonhomme, il dit « Ah, mi, je suis ch'ti, je suis d'ici ». Donc ça, c'est du rouchi, qui est du patois d'ici. La mémoire orale disparaît, donc c'est ce qu'on disait à l'instant, et il y a profusion de données à relier. Alors, patrimoine matériel. Commençons par le patrimoine matériel, la médiation des bâtiments. Alors, voilà dans quel bâtiment nous nous trouvons. Nous sommes, Michel, René et moi, dans le bâtiment qui est à droite. Ceci que vous voyez, c'est une photographie de notre site. Nous avons réalisé une illusion de destruction de ce bâtiment. Je vous rassure, on est dedans, il est complètement entier. Donc, voilà une photogrammétrie de ce bâtiment. Donc, ceci, c'est un modèle numérique qui a été bâti à partir de plusieurs milliers de photos, de tranches photographiques sur un enchaînement de hauteur du bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Ce modèle photogrammétrique, il a été récupéré par une société de production qui est venue tourner ici Germinal, la série qui a été diffusée sur France Télévisions à partir de octobre 2021. Donc, je vais vous passer, si ça marche, on n'a pas pu tester, une petite séance où vous allez voir se détruire notre bâtiment. Eh ben non, ça ne marche pas. Voilà. Ah si, peut-être, là, je vais réussir. Voilà. Voilà, le bâtiment détruit et le chevalement posé à côté. Voilà de quoi nous parlons lorsque nous parlons d'infolusion. Nous avons réalisé aussi une photogrammétrie d'objets de la mine. Donc, il existe une galerie complète d'objets de la mine que nous avons récupérés ici sur le site. Donc, voilà par exemple les téléphones spéciaux qui étaient des généphones qui ne faisaient pas d'étincelles. Et voilà des outils de mesure techniques
un ohmmètre et un grisomètre qui ont les mêmes particularités. Au passage, d'ailleurs, on a utilisé cette technique de photogrammétrie aussi pour le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Cette œuvre, par exemple, est une œuvre qui a été restituée au Bénin et qui a été photogrammétrisée par des visus avant restitution. Il faut voir que cette œuvre, elle fait plus de 3 mètres de haut et que dans le cadre très sombre du musée du Quai Branly, en fait, on ne voyait pas du tout la tête et que les conservateurs eux-mêmes avaient oublié qu'elle était peinte. Donc, vous voyez que ça permet de voir même des objets réels qu'on a soulignés, qu'on ne peut pas voir de manière satisfaisante. Alors, en ce qui concerne les mémoires individuelles, eh bien, nous avons tourné des témoignages et réalisé des documentaires ethnographiques. Voilà. Donc, un film de 15 minutes a été monté à partir de plus de 20 heures de rush qui ont cette allure. Alors, ceci, ça paraît tout simple, sauf que faire parler un mineur dont ce n'est pas le métier en face caméra, ben, en fait, ça demande là aussi une infolusion. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne parle pas à la caméra, il parle à moi, qu'il voit à travers un écran. Donc, un peu comme un prompteur, vous voyez. C'est un prompteur qui est sur la caméra et à travers le prompteur, il me voyait moi. Donc, en fait, il me parle à moi. C'est ce qu'on appelle le dispositif yeux dans les yeux qui produit l'illusion que la personne me parle. Ceci, ça a été théorisé il y a déjà bien longtemps par Élisée Auveron à propos du journal télévisé, dont il dit, le journaliste, il est là, je le vois, il me parle. Est-ce qu'à distance, vous entendiez le son tout à l'heure? Oui. Donc, je vais juste vous passer un petit extrait de cette illusion de présence. Ancien mineur du site mine de Moulins-Saint-Robert. Commencé en 61, terminé en 89, 27 ans de fond. Je m'appelle Jacques Potier. J'ai fait toute ma carrière à la mine. C'est-à-dire j'ai commencé à l'âge de 14 ans et demi. Et chez nous, on était mineurs de père en fils. Alors, je me présente, je m'appelle Henri. Je suis un ancien mineur. J'ai travaillé 31 ans au fond de la mine. Et j'ai commencé à 15 ans dans le Pas-de-Calais. Je me suis embauché. Voilà, alors je coupe parce que c'est tout à fait passionnant et qu'il y en a 23 heures, hein, comme je vous ai dit. Donc, nous irons sur la plateforme pour le voir. Ils sont évidemment très interpellants et très passionnants. Et nous avons travaillé pour avoir cette présence forte. Alors, vous voyez que par rapport à l'image précédente, le fond vert a ici été filtré pour mettre un fond noir. Et le fond vert permet de mettre n'importe quel décor derrière. Hein, puisque ça, c'est le principe de l'incrustation dans les images vidéo. Alors, nous sommes venus implanter, alors ça, ce sont les travaux de l'Université de Lille. Je vais vous les présenter rapidement, mais ce n'est pas moi la spécialiste. Donc, nous avons implanté 2 systèmes d'organisation des connaissances comme dispositif de médiation du patrimoine. Donc, il s'agit en fait de décrire l'univers de connaissances pour rendre accessibles les ressources et surtout indexer les fonds documentaires. Donc, ces 2 systèmes d'organisation, c'est un thésaurus et une ontologie. Donc, pour vous donner une idée du travail, le problème du thésaurus, c'est de trouver les mots qui représentent l'activité, les mots de la mine, à partir d'un très grand nombre de ressources qui sont des ressources lexicales, mais aussi des corpus d'archives journalistiques et l'analyse des vidéos. Et nous avons le problème des variantes. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez qu'un conducteur de chevaux, ça se dit aussi un meneur de chevaux, mais ça se dit aussi un meneur de gvaux ou un meneur de gvaux ou chemeneur de gvaux ou chemeneur de kevo ou chemeneur de chevaux ou chemeneur de bidet. Et tout ça, en fait, ça veut dire la même chose. Donc, on voit bien le travail nécessaire d'indexation pour ne louper aucun terme qui, en réalité, signifie la même chose. Donc, ce qui va conduire à une structure classificatoire du domaine où on va avoir des grands axes thématiques qui vont être déclinés en catégories de métiers, de tâches propres à la mine
Donc là, on va trouver le boisage, le soutènement, les outils, etc. Décliné en organisation, voilà. Bon, je ne vous fais pas tout le thésaurus. Le thésaurus, en réalité, ce sont 558 descripteurs plus 764 non-descripteurs multipliés par une vingtaine de termes différents pour chaque descripteur. Donc, vous voyez le volume global que ça représente. L'intérêt de tout ça, c'est de venir mettre ça sur les vidéos de manière à pouvoir faire une recherche ensuite sur mots-clés. C'est-à-dire l'utilisateur va rentrer conducteur de chevaux et le système va lui proposer toutes les séquences où on parle des conducteurs de chevaux automatiquement, sans être obligé d'aller les chercher soi-même. Donc, ce qui va nécessiter de poser des classes et des propriétés sur l'ensemble des corpus. Donc ici, par exemple, vous voyez un extrait de témoignage, comme on l'a vu tout à l'heure, témoignage de Jean. Vous voyez qu'il fait quelques lignes et sur la partie droite, vous avez l'indexation et l'ontologie et le thésaurus de ces quelques lignes du témoignage de Jean. Ceci pour vous donner encore une idée de la quantité de travail que ça représente sur 23 heures de rush d'interlocuteurs différents. Nous avons ensuite constitué une plateforme web d'annotation et de diffusion des traces mémorielles. Alors ça, c'est la partie INA, Institut national de l'audiovisuel, qui pour l'occasion a créé une nouvelle plateforme qui s'appelle Okapi. Donc, vous avez la traduction du titre. Donc, les objectifs d'Okapi, c'est de valoriser les contenus multimédia en proposant des fonctionnalités tout à fait nouvelles pour créer sa propre application. Donc, la plateforme web, elle utilise les modèles sémantiques promus par le W3C et voilà l'allure qu'elle a. Donc, il y a une interface utilisateur sur laquelle on s'identifie. L'interface va proposer une bannière et un menu personnalisable dans lequel on va pouvoir aller chercher des ressources à partir des mots-clés du thésaurus et de l'ontologie. Et ce n'est pas tout. L'accès aux ressources est complété par la possibilité d'éditer ces ressources. C'est-à-dire, je peux sur la plateforme faire mon propre montage. Je suis par exemple enseignante, j'ai envie de faire un cours sur un point précis de la vie de la mine. Je vais aller chercher sur les mots-clés et faire mon propre montage sur cette thématique-là que je vais pouvoir présenter à mes élèves. Sans avoir à dupliquer des sources, la plateforme me permet de faire ça avec une infinité de thématiques possibles. Et vous avez là une toute petite représentation de l'ontologie mémomine dans les formats agréés au plan international. Et puis à Devisu, nous avons travaillé sur des dispositifs de médiatisation des traces mémorielles en deux catégories. Ceux qui peuvent être utilisés à distance. Donc, par exemple, nous avons créé des livres augmentés. Donc voilà, ce sont des livres illustrés où, avec une tablette ou un smartphone, vous pouvez venir cliquer certains QR codes et vous voyez apparaître les objets que je vous ai présentés tout à l'heure. Et vous pouvez les manipuler en 3D, tourner autour, voir leur taille et avoir toute une information complémentaire qui n'est pas dans le livre d'origine. Nous avons également fait une visite virtuelle immersive qui se présente un peu comme un serious game. Donc, c'est une visite virtuelle dans la salle des pendus. Alors, c'est ceci, une salle des pendus. C'est la salle dans laquelle les mineurs accrochaient leurs vêtements avant de partir au travail. Donc, je vais vous passer quelques secondes, hein, puisque vous savez à quoi ça ressemble. Donc, voilà, c'est un jeu. Vous êtes sous casque virtuel. Les mains qui sont représentées ici en 3D sont vos propres mains et vous avez des défis à remplir. Bon, vous allez
vous saisir d'une lampe de mineur, parce qu'aucun mineur ne peut survivre au fond sans sa lampe, c'est l'objet premier. Et puis avec cette lampe de mineur, vous allez visiter un environnement virtuel dans lequel vous allez pouvoir capter de l'information. Bonjour, je m'appelle Edmond. J'ai été mineur à la fosse à Rambert. La personne que vous voyez sur la photo, c'est moi, à mon entrée de la mine, en 1954. J'avais 20 ans à l'époque. C'était pas drôle tous les jours, mais c'est ici où j'ai travaillé toute ma vie. Et voici mes souvenirs d'Arambert. Alors, c'est un tout petit exemple. Et là, on en arrive vraiment sur le sujet de la conférence. Edmond, aujourd'hui, il est mort. Donc là, vous avez l'illusion de sa présence. Vous venez de l'entendre et il vous propose une visite de la mine par le son. Nous avons également réalisé un vidéo mapping. Donc, ceci, c'est une maquette qui fait à peu près 4 mètres sur 1,50 m et des images viennent se projeter sur cette maquette, donc qui est de grande taille. Il faut s'imaginer qu'elle est de grande taille. Je vais aller peut-être un peu plus loin encore pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, on va illuminer des zones différentes et de la même manière, le son. Avec le prénom d'une femme, Alix. Au début, les mineurs n'étaient que français. Ensuite, des mineurs d'autres nationalités arrivèrent. Polonais, italiens, belges, marocains, allemands, hongrois, espagnols, portugais. La mine a eu, avec des hauts et des bas, une très longue vie, environ 90 ans. Le vendredi 24 mars 1989 fut le dernier jour de ce géant industriel. La dernière berline de charbon remontée. Voilà, alors évidemment, tous ces dispositifs que je vous présente ont été testés avec des publics. Je n'en ai plus que pour 2 minutes. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur l'illusion spectrale et on s'est pour ça inspiré du musée de l'Holocauste de Skokie aux États-Unis, où nos chercheurs sont allés faire une recherche. Alors en fait, dans ce musée, il y a une salle particulière que vous voyez là. Donc, une petite jauge, hein, il y a une 50aine de personnes. Le contre-champ vous montre ce que voient les spectateurs. Et en fait, ce qu'il leur est proposé, c'est un Papers Ghost de gens qui ont été filmés lorsqu'ils étaient survivants de l'Holocauste. Donc, la présidente de cette organisation, c'est Fritzi Fritzhall. Vous voyez ici notre chercheuse, Virginie Blondeau, qui interroge un spectre, un Papers Ghost de Fritzi Fritzhall. Alors, ce n'est pas une vraie intelligence artificielle. Donc, le Paper Ghost ne génère pas des réponses instantanées. En fait, il a un catalogue de plusieurs milliers de réponses qui ont été préenregistrées et il y a une indexation de la question par rapport à des réponses pertinentes préexistantes qui sont proposées aux visiteurs. Il y a tellement de réponses enregistrées qu'en fait, c'est totalement bluffant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle nous répond vraiment. Et là encore, eh bien, Fritzi Fritzhall est décédé l'été dernier. Donc, voilà, c'est une illusion spectrale qui, dorénavant, répond aux visiteurs au musée de Skokie. Alors, nous avons fait ça avec nos mineurs. Donc, vous voyez ici un Papers Ghost de l'un de nos mineurs, Aimable Patin. Voilà le dispositif qui a été expérimenté, le premier dispositif expérimenté. Et la question sur laquelle je termine, c'est, donc, nous, Aimable, il est toujours là, hein. Mais les 2 autres que je vous ai présentés ne sont plus là. On est dans un dispositif, il est là, je le vois, il me parle, mais davantage, il me répond, ce qui augmente l'illusion de présence de la part d'un mort. Ce qui pose aussi la question de la légitimité de son témoignage.
qu'est-ce qui fait que le fait de faire parler un mort rend sa parole légitime, ce qui nous a permis de poser le concept de grand témoin numérique. Et au final, est-ce une illusion trompeuse ou est-ce une médiation vertueuse? Est-ce que nous n'aimerions pas tous pouvoir discuter aujourd'hui avec Cléopâtre, par exemple? C'est la question que pose ce genre de technique. Et je termine avec cet individu que vous connaissez bien. Il n'est pas mort, vous le savez, mais il est gravement malade. Il a déclaré qu'il mettait fin à sa carrière. Il ne tournera jamais plus, mais il vient de vendre ses droits à un jumeau numérique qui pourra être mobilisé dans de futurs films. Donc, nous allons voir des films avec Bruce Willis en jumeau numérique. Il a donné son autorisation. Donc, vous voyez que, comme le disait Michel tout à l'heure, lorsqu'on fait jouer Mbappé avec Pelé, c'est une illusion, c'est une tromperie, mais les techniques aujourd'hui permettent ça. Et c'est ce que je voulais vous présenter par rapport à la problématique que nous partageons, qui est celle du mensonge, des deepfakes, des fake news, des contenus illusoires et trompeurs. Je vous remercie de votre attention.